C'est un collectif de citoyens et de citoyennes à partisans et qui regroupe, qui est d'horizons divers et variés. Il y a des professionnels de santé, des agriculteurs, des ouvriers, etc., etc. Les objectifs de cette réunion, c'est de vous informer sur les dangers de l'incinération des déchets, et plus particulièrement donc, sur le plateau de Lannemezan, avec les projets NEA et Omega, qui sont portés par 3 entreprises, Arkema, PSI et Dalkia. Donc la réunion, elle va être organisée en plusieurs temps. Dans un premier temps, Francis du collectif va vous présenter les 2 projets, NEA et Omega. Puis on aura l'intervention d'un médecin de Strasbourg pour donc, la partie santé, complétée par Vanessa, ici présente du collectif également, qui complétera aussi sur les risques sanitaires. Et on aura également l'intervention de plusieurs structures et organisations qui soutiennent le collectif. Donc la Confédération Paysanne, l'association EPIM, la députée Sylvie Ferrer, PSF Lopa Sarane 65 et les riverains de PSI. Et on terminera par un temps d'échange. Donc je vous invite à garder vos questions, si vous en avez pendant la réunion, de les noter et de nous en faire part à la fin de tous ces échanges. Voilà. Donc, je suis Francis Finot. J'ai rejoint le collectif à leur demande, c'est-à-dire que le collectif était déjà créé quand je suis arrivé dans la région, parce qu'ils avaient besoin d'un appui scientifique pour comprendre en fait les documents qui étaient mis à disposition par les sociétés. Donc, mon opinion a été assez simple. Dans un premier temps, j'ai trouvé ça génial, en fait, la chaudière CSR, parce qu'on réglait le problème des déchets. Hein. En France, on a 358 millions de tonnes de déchets par an, donc ça fait 358 milliards de kilos, ça représente plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune, hein, tous les ans. Donc c'est énorme, c'est quelque chose qui pollue l'environnement, qui atteint l'eau, les nappes phréatiques, enfin c'est quelque chose d'épouvantable. Donc si on pouvait résoudre le problème de déchets en les brûlant et en faisant de l'énergie, puisqu'on manque d'énergie, ça aurait été une solution absolument intéressante. Donc j'ai lu le dossier avec attention, et au travers de ce dossier, j'ai trouvé des manquements, des imprécisions ou carrément des absences. Donc dans un premier temps, j'en ai parlé autour de moi, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et force est de constater que de toute façon, il n'y avait pas vraiment, une écoute complète. Donc à partir de là, j'ai vraiment soutenu le collectif. Et donc je vais vous faire la présentation que d'habitude Johan fait pour le collectif. Alors, l'information, bon, je suis à la retraite, donc j'ai travaillé beaucoup. Et j'ai une formation j'ai travaillé dans le domaine de la toxicologie. Alors la toxicologie, c'est quoi? C'est pas l'étude des drogues, hein, c'est pas la toxicomanie, c'est pas ça. C'est la toxicologie, c'est l'étude des effets secondaires, en fait, par exemple des médicaments ou des effets néfastes des cosmétiques ou des effets des produits chimiques. Et dans un domaine très particulier qui est celui de la toxicologie génétique. C'est-à-dire de détecter les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction dans un domaine en plus qui est très sensible actuellement. Et donc j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans ce domaine et j'ai créé une société autour de ce domaine qui existe toujours, mais dont j'en ai revendu mes parts. Et donc c'est sur ces bases de connaissances que j'ai pu aider et comprendre en fait les documents scientifiques, techniques surtout plus que scientifiques, mis à disposition parce que c'est des documents très complexes en fait en termes de compréhension et je défie n'importe quelle personne lambda de comprendre ce qu'il y a marqué exactement dans ces documents. C'est vraiment très complexe. Voilà. Merci.
s'est créé. Oui? Non? Ça va? C'est pareil? Et là, c'est mieux? Mieux? Comme ça? Mieux? Je le tiens trop près alors. Droit. Ah oui. Donc, il y a eu une délibération du conseil municipal de la Bardonnaise qui s'est déclarée en fait défavorable au projet. Donc là, ça a été un point positif, enfin positif, négatif pour le projet, mais positif pour les gens qui se posaient des questions. Donc, il y a eu cette étude de dossier, tout ça qui a été menée, et dans un contexte en fait anxiogène, parce que la communication était presque inexistante avec les porteurs de projets. Donc ça a été quelque chose d'assez difficile à porter par l'ensemble du collectif. Alors les deux projets, c'est Omega et NEA. Les trois acteurs, c'est PSI, Dalkia et Arkema. Donc Omega, c'est un projet développé par PSI qui produit en fait les CSR. Et NEA, c'est à partir de ces déchets, on va produire de l'énergie. Donc c'est à partir de cette énergie, la chaudière d'Alkia, qu'on va donner de la vapeur en fait pour Arkema pour pouvoir continuer à travailler. Parce qu'en fait Arkema était confronté à un problème de chaudière à gaz qu'il fallait remplacer. Peut-être sans le micro, vous m'entendez remplacer? Ouais. Non. Donc, Arkema sera l'utilisateur final de la vapeur d'eau, mais il y a trois acteurs. Il y a PSI qui s'occupe de la fabrication des CLTR, Dalkia qui s'occupe de la chaudière, et les vapeurs d'eau qui sont transmises à Arkema. Donc, ici, vous voyez sur le plan où se situe le projet Omega et le projet NEA, donc ils sont très proches l'un de l'autre. Donc ça c'est un point fort du projet parce que ça nécessite peu de transport dans l'immédiat entre les deux entités. Mais il faudra quand même amener les déchets de toute l'Occitanie sur PSI. Par camion. Donc ça c'est le permis de construire qui était affiché. Alors, les arguments avancés par les porteurs de projets, c'est réduire les émissions à effet de serre sur le territoire, réduire l'enfouissement des déchets qui produisent en fait les CSR, diminuer la consommation d'énergie fossile d'Arkema, la chaudière à gaz, pérenniser les 140 emplois d'Arkema. Alors là, c'est un peu bizarre quand même, parce que si une société fonctionne bien, la pérennisation de l'emploi, j'y crois pas, quoi. C'est assez bizarre comme argument, mais bon, il est là. Et par contre, quelque chose d'intéressant aussi, c'est la création d'emplois. 15 pour NEA, un directeur et un adjoint qui sont déjà recrutés, et des techniciens pour la maintenance, et 20 pour Omega. Alors, les techniciens, récemment on a appris qu'ils auront une formation interne parce qu'on va favoriser au niveau de l'emploi le savoir-être au savoir-faire. Alors c'est intéressant à savoir ça. Alors la définition des CSR, qu'est-ce que c'est? Alors il y a un article qui décrit en fait ce que doit être un CSR. Donc on parle de déchets qui ne sont pas dangereux. Donc ça, la notion est intéressante. Des déchets non dangereux. C'est important parce qu'on pourrait aussi travailler sur les déchets dangereux. Donc ce sont des déchets solides qui sont triés de manière à extraire une fraction favorisable, c'est-à-dire qui est hautement énergétique. Donc qu'est-ce qu'il y a d'hautement énergétique dans nos déchets? Ça va être les plastiques, ça va être le papier, ça va être le carton, ça va être le bois, etc. Donc là déjà quand on parle de plastique, c'est déjà moins bien parce que quand on brûle les plastiques, il y a forcément des composés qui vont être délicats, préoccupants. Donc on a des reflux de tri de déchets d'activité économique, des reflux de tri de collecte sélective, des reflux de tri d'emballage et papier, des reflux de tri d'encombrants de déchetterie, des déchets de bois non dangereux, voilà. Donc ça c'est aussi la notion importante, il peut y avoir des bois dangereux, mais attention, tous les bois sont traités.
maintenant, hein. Et avec quoi? Ça aussi, ça pose des questions. Alors, on a eu beaucoup de mal, en fait, dans un premier temps, à avoir la composition des déchets qui seront proposés pour les CSR par PLC. On ne sait pas pourquoi, mais c'était pas décrit, ça restait assez flou. Et donc, on a supposé que, voilà, la composition des CSR présumés serait 45% de carton, 30% de bois, mais toujours. Le papier, par exemple, le papier, ça contient de la cellulose. Par exemple, là, j'ai un papier. C'est le flyer PA Omega. Donc c'est très coloré, avec certainement une résistance à l'eau, donc on ne sait pas comment il a été traité. Différents colorants. Donc ça contient de la cellulose. Bon, ça c'est facile, ça se brûle. La cellulose, c'est du sucre, hein. C'est autre chose que du sucre. Et le reste, alors voilà, il y a des colorants, il y a tout ça. Et ça, les colorants, la combustion des colorants, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment étudié. On ne fabrique pas les colorants pour les brûler. On fabrique les colorants pour en brûler. Donc il y a des plastiques, il y aura aussi du tissu, du cuir. Alors le tissu, c'est pareil, le tissu qui va être imperméabilisé avec du Gore-Tex. Le Gore-Tex, c'est quoi? Ce sont des molécules qu'on appelle les PFAS, les PFAS. Voilà. Donc les PFAS, eh bien, ils ont contaminé toute la chaîne en fait, de nos biens de consommation, et on les retrouve partout. Alors vous avez la composition des CSR, donc le bois non traité, mais c'est pareil, le bois non traité, le bois peint, le bois, enfin, qu'est-ce que ça englobe, quoi? Les refus de plastique, mais c'est du plastique. Vous avez aussi les textiles, donc je le disais à l'instant, et puis différents autres composants. Par contre, ce qui a exclu des CSR, c'est les pneus, la poussière, les gravats, les piles, les dasseries. Alors les dasseries, c'est les déchets des hôpitaux, hein. Les ordures ménagères, le PVC. Ça, c'est exclu. Ça, les porteurs de projet le disent. Et c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est la loi actuelle sur la composition des CSR est certainement insuffisant parce que dans la composition des objets qui forment les CSR, on a des contaminations avec les fameux PFAS, voilà, qui sont présents dans tous les biens de consommation, et pas seulement. Il y a aussi les nanoparticules. Les nanoparticules, par exemple, vous avez celui qui est certainement le plus connu, c'est le dioxyde de titane. Donc le dioxyde de titane, c'est quoi? C'est du blanc. Alors le blanc, maintenant, on le retrouve aussi dans le sel de cuisine. C'est ce qui fait que le sel n'attache plus comme avant, il y a du dioxyde de titane dedans, enfin bon. Mais ce dioxyde de titane, en fait, une fois qu'il va être brûlé, va pouvoir agréger les molécules qui vont être présentes au moment de la combustion dans la chaudière. Donc ça va former des nanoparticules et des molécules complexes qui seront quelque chose qu'on ne connaît pas, des hybrides en fait, en termes de nanoparticules, en termes de molécules qui seront présentes. Donc il y a le dioxyde de titane, mais il y a l'argent, il y a le cuivre, enfin il y a le zinc, il y a tout un tas de composés comme ça qui sont de nanoparticules. Alors la nanoparticule, c'est quoi? C'est quelque chose qui mesure 10-9 mètres, donc c'est quelque chose qui est au niveau du nanogramme, donc inférieur au microgramme. C'est vraiment, et ça passe à travers les filtres. Oui, donc par rapport à un gramme, c'est 1 avec 9 zéros derrière. Donc là, c'est dans la nature des déchets, donc on revient sur ce qu'on avait dit, voilà, ça va être les déchets des textiles, les matières plastiques, caoutchouc, fibres synthétiques. Donc tout ça, ça peut contenir des PFAS, ça peut contenir des nanoparticules. Alors, dans le document qu'on a consulté, au début, il était indiqué une température de 850 degrés. Lors des différentes réunions, on nous a annoncé non, c'est pas 850 degrés, mais 1000 degrés.
Là, actuellement, c'est passé à 1100 degrés. Donc c'est bien, tout augmente, donc c'est ça, c'est la vie. Mais c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on demande, c'est une température de 1300 degrés. Pourquoi 1300 degrés? Parce qu'en fait, on est sûr qu'à 1300 degrés, les molécules, les fameux PFAS, sont détruites. Alors on peut jouer sur le taux d'oxygénation à 1100 degrés, mais on ne détruit pas tous les PFAS. Il restera encore la chaudière des PFAS. Et encore une fois, ça ne va pas être la première année, avec les 50 premières milliers de tonnes qui vont être brûlées ou 40 000 tonnes qui vont être brûlées. C'est des petites quantités qui vont s'accumuler au cours du temps, qui vont être relarguées dans l'environnement et qui vont s'accumuler. Le problème, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait. C'est zéro PFAS. C'est pas un petit peu, c'est zéro. Alors, l'autre problème de la combustion, c'est qu'à 850 degrés, on a moins de NOx. Alors, les NOx, c'est quoi? Ce sont de l'azote oxydé qui se forment lors de la combustion. Mais plus on va monter la température, plus les NOx vont se former. Il y a un équilibre entre la combustion et la formation de NOx. Donc c'est aussi embêtant parce que les NOx, ça va participer à la création de pollution d'ozone. On va le voir après. Alors les résidus solides. Quand vous brûlez quelque chose dans votre cheminée, à la fin vous avez des cendres. Ces cendres, elles sont dangereuses en fait. Et là, ce qui se passe, c'est la même chose. Donc au début, on va avoir 50 000 tonnes de déchets non dangereux. Et en final, on va produire entre 5 000 tonnes et 10 000 tonnes de produits dangereux. Parce qu'en fait, les cendres, ça va être le mélange de tout ce qui n'a pas été complètement brûlé, qui reste à l'état solide. Ce sont des composés extrêmement réactifs. Donc, c'est préoccupant. Il faut l'enfouir, il faut le mettre comme ils disent, à maturer. Donc, ils mettent ça sur des grands espaces à l'extérieur et ça va être au contact de l'air, au contact de l'eau et ça va maturer. Donc on se retrouve à ne pas pouvoir enfouir, à devoir enfouir quand même entre 5 000 et 10 000 tonnes de produits dangereux. Donc c'est un paradoxe. Alors, les gaz et les fumées, donc les nouvelles chaudières CSR sont équipées d'équipements extrêmement sophistiqués, filtres à manches, électro, et ça bloque tout un tas de composés toxiques. Ça va bloquer. Ça va les bloquer. Il faut entretenir après ces machines. Il faut entretenir ces filtres. Maintenant, les gens vont être exposés à ces systèmes-là. Un peu comme les gens qui travaillent dans les fonderies, il va y avoir des gens qui vont devoir maintenir ces systèmes et qui vont être exposés. Ça va être préoccupant, il va falloir gérer tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est pas une chaudière à gaz. Et en plus de ça, c'est que voilà, tous les relargages atmosphériques se font sur une échelle qu'on appelle, on respecte les meilleures techniques disponibles, MTD, brève en anglais. Et cette expression, en fait, des meilleures techniques disponibles, c'est une expression qui est en milligrammes par mètre cube, c'est-à-dire les NOx, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, tout ça, ça va être exprimé en milligrammes par mètre cube. La réglementation fait une expression en milligrammes par mètre cube pour les normes MTD. Or, les recommandations pour ces mêmes molécules, les recommandations de la santé de l'OMS, c'est en microgrammes par mètre cube. Ça veut dire la différence. La norme brève, c'est ça, 1 mètre. La norme OMS, c'est 1 millimètre. Donc, ça part dans l'atmosphère, un peu comme les pollutions qu'il y a dans l'océan. Ça fait des nappes, c'est balayé par le vent.
récemment, là, je ne sais pas si vous avez souffert aussi de la chaleur, mais si vous êtes sortis, certains se sont plaints, vous avez les yeux qui piquaient, la gorge qui piquait, quelque chose qui était, ou des éternuements chez les enfants, ou des maux de gorge chez les enfants. Eh bien ça, c'est pas l'effet de la chaleur, c'est l'effet de la pollution, et notamment de l'ozone, qui a été relargué de façon massive, parce que quand il y a plus de soleil, les UV détruisent les NOx et forment de l'ozone. Donc c'est cette pollution. Donc on se retrouvait dans notre région qui est normalement connue pour bien respirer, avec une pollution massive en ozone. Voilà, on était en rouge pendant plusieurs jours, atmosphère très mauvaise. Donc ces combustions par des cheminées en fait, qui vont être très très hautes pour envoyer la pollution le plus haut possible, elles se déplacent, elles sont plus ou moins diluées, et au gré du vent, ils vont contaminer les gens. Donc, même si on travaille selon une norme, qui est la norme BREF, la norme MTD, eh bien, il y aura des effets sur l'environnement, il y aura des pollutions, et ces pollutions, au même titre que quand vous utilisez une voiture, vous savez que vous polluez, c'est comme ça, vous utilisez une voiture, vous polluez, la chaudière CSR va polluer. Et de ne pas dire ça, c'est un mensonge. Alors ici, oui, ce sont les différents produits qui sont, réglementés. Donc les différents relargages, vous avez l'acide sulfurique, le dioxyde de soufre, les NOx, le monoxyde de carbone, le cadmium aussi, parce qu'il y a des métaux lourds aussi qui sont libérés. Le mercure, on en a parlé avec les tons contaminés au mercure. Donc si les tons sont contaminés au mercure, c'est pas par la vue du Saint-Esprit, c'est simplement à un moment donné, il y a du relargage de mercure dans l'atmosphère et ça contamine l'eau et ça contamine les poissons. Donc en plus, surtout, ce qu'il faut penser, c'est que souvent la toxicité est étudiée produit par produit. Là, on est exposé à un ensemble de produits différents. Donc cet ensemble de produits différents, c'est pas 1 plus 1, ça fait 2, mais ça fait 1 plus 1, ça fait 10. Si vous êtes exposé au dioxyde de soufre et puis en même temps au mercure, ça ne va pas faire quelque chose de très, très intéressant. Vous allez avoir des effets secondaires importants. Alors les nanoparticules aussi, ça vont être oxydées et vont se lier au POP et pour former des entités hybrides dont les propriétés chimiques dangereuses ne sont pas maîtrisées et presque inconnues. Actuellement, un enfant, 75% des enfants qui naissent sont déjà contaminés au niveau du cerveau et du foie en ce qui concerne les polluants, les plastiques et les polluants qui naissent. C'est-à-dire qu'ils sont exposés in utero. Ça, je le sais parce que j'ai assisté à des congrès, c'était à Maastricht, de toxicologie. Et donc, c'est des équipes anglaises qui ont publié ces résultats. Et donc, la salle était absolument stupéfaite de cette nouvelle. Mais c'est vers ça qu'on avance. Donc, si on ne prend pas la mesure de ce contrôle, on va vers quelque chose de vraiment très triste pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc là, je me suis amusé à faire un calcul de ce que représentait la chaudière CSR par rapport, en fait, au parc automobile de Lannemezan. C'est-à-dire quelles seraient les conséquences de la pollution de la chaudière CSR en convertissant au nombre de véhicules de voitures qui seraient en plus. Donc, si on prend une ancienne chaudière CSR, on voit qu'on multiplie entre 7,5, 50 fois, 500 fois, 600 fois, voilà, le parc automobile actuel. Et heureusement, les petits Dacia n'installent pas ce type de chaudière. Ils vont installer la meilleure chaudière qui soit. La meilleure chaudière qui soit, ça va polluer de 2 fois, 6,7 fois, donc on va dire 7 fois, 51 fois, 20 fois, en fait, l'augmentation du parc automobile pour certains polluants. Donc c'est pas anodin. C'est comme si on multipliait
multiplier par entre 20 et 2 fois le parc automobile de Lannemezan, comme ça en une année. Alors si on compare avec une chaudière au gaz classique, la chaudière au gaz classique, eh ben, on irait dans le sens de diminution. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise mieux les combustions d'une chaudière à gaz classique, et parce que y a pas de, le gaz est plutôt pur, et il n'y a pas un ensemble de composés chimiques inconnus présents pour être brûlés. Et si on compare le CO2, alors, un des arguments phares de la chaudière CSR, on dit que ça diminue le taux de CO2. En fait, ça le diminue parce qu'il y a une part de biomasse, et on dit que la biomasse, c'est quelque chose de recyclable. Mais en réalité, en valeur absolue, on va libérer plus de CO2 qu'une chaudière au gaz. On va libérer 15 000 tonnes de CO2 supplémentaires. Alors, dans les 15 000 tonnes de CO2 supplémentaires, on va dire il y a 30% de biomasse, ou il y a 50% de biomasse, donc en fait, il y a dedans la moitié du CO2 qui est renouvelable. D'accord? Et il faut planter les arbres à la vitesse qui brûle, si on veut que ça soit renouvelable. Et ça, c'est pas vrai. Alors, récemment, vous avez entendu parler du cadmium, qui était c'est un métal lourd, c'est un polluant, on le retrouve dans le sol, et en fait, c'est présent dans les biomasses, et donc il ne faut pas penser parce qu'on utilise des biomasses qu'il n'y aura pas de polluants, c'est pas vrai, il y a une pollution aussi avec la biomasse. Et donc, la réglementation fixe une limite à 10 kg par an. NEA va enregistrer 8 kg. Or, vous avez tous entendu qu'il y a un projet d'incinérateur qui va être installé dans la région d'Lannemezan, qui va s'ajouter à la chaudière CSR. S'il y a déjà 8 kg d'un côté, on ne doit pas dépasser les 10. Je vous laisse faire le calcul. On ne va pas brûler beaucoup dans le nouvel incinérateur qui va être installé. Enfin bref, c'est vraiment, c'est aussi préoccupant, quoi. On ne peut pas tout brûler. Alors, je parlais de la pollution de l'ozone. Donc en fait, il y a les libérations de NOx. En présence de COV, alors les COV, ce sont des solvants qui sont aussi libérés au moment de la combustion, au moment de la fabrication. Les usines vont libérer des COV. Il n'y a pas qu'Arkema, il y en a d'autres. Hein. Il y a NOF, c'est la même chose. Et en présence des UV, donc, il se forme de l'ozone. Et c'est démultiplié en présence du dioxyde de soufre. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est proportionnel, c'est quelque chose qui est exponentiel. C'est quelque chose qui est dépendant des UV, dépendant du dioxyde de soufre, et va être très polluant, surtout s'il fait chaud, surtout s'il y a beaucoup de soleil. C'est ce qu'on a eu les derniers jours. Donc on a des effets, maux de gorge, irritation des yeux, les enfants qui se mettent à avoir mal à la gorge, à tousser, à avoir des rhinites. C'est pas toujours le pollen, quoi. D'autres polluants, alors d'autres polluants émergents, ce qu'on appelle les polluants émergents, donc j'ai parlé des PFAS, j'ai parlé des nanoparticules, et les PFAS ne sont pas du tout réglementés à l'heure actuelle. Dans le dépôt de projet de la part des trois responsables, des trois sociétés, à aucun moment ils ne parlent de PFAS. Ce n'est pas indiqué. Tout au début, j'ai contacté Dalkia qui parlait avec M. Taralen, avec SI. À un moment donné, je lui ai dit vous connaissez les vêtements imperméables? Oui, et alors? Donc la notion de PFAS existe depuis longtemps. Au niveau scientifique, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Les contaminations avec les PFAS, c'est connu aussi depuis longtemps. Mais là, c'est pareil. On fait un peu l'autruche, c'est pas dans la réglementation, on ne le fait pas. C'est pas demandé. Par exemple, pour ce flyer, normalement, on peut écrire ne pas jeter sur la voie publique, mais c'est pas demandé, donc c'est pas écrit. Donc cette philosophie un peu de c'est pas demandé, on le fait pas, c'est une philosophie d'un autre âge. À un moment donné, il faut aller au-delà de ça. C'est ce que font les pays nordiques. Les pays nordiques se posent des questions depuis longtemps sur les PFAS,
et arrivent à générer des CSR sans PFAS. Alors je recommande fortement d'aller se renseigner et demander aux pays nordiques comment ils font pour fabriquer les CSR sans PFAS. Bon, après, c'est la question des nanoparticules, ça n'est pas arrivé. Alors, il y a, à travers la France, il y a eu l'ordre des médecins de Haute-Loire, à l'unanimité, qui a rejeté un projet de séminaire. Ils ont dit non, ils ont dit pas pour nous, c'est trop polluant, on n'en veut pas. Alors, en Angoulême, les professionnels de santé ont écrit une tribune pour dénoncer en fait les risques liés à l'incinération. Le collectif de Strasbourg Respire, porté par le docteur Bourdrel, il y a une erreur, lutte contre la pollution de l'air, et notamment avec comment dire, ils ont en ligne de mire la chaudière CSR à Strasbourg. Cette chaudière CSR, ils ont 7000 heures qui n'ont pas été répertoriées pour identifier les produits dangereux. Enfin, c'est épouvantable. Donc, même en respectant les normes pour les rejets, les pollutions sont inévitables. Ça, faut le savoir. Les normes aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et les pollutions connues restent inconnues avec les effets cocktails. Donc là, on joue aux apprentis sorciers. On lance quelque chose et on ne sait pas ce qu'on va avoir. Alors vous avez les maladies associées, je ne vais pas faire... je vous laisse imaginer les maladies cardiovasculaires, les cancers, les problèmes de malformation. Ça peut être lié à la pollution, ça peut être lié à l'augmentation de cette pollution dans l'environnement. Alors en suivant, j'ai un témoignage de Zero Waste en anglais. C'est Zéro Déchet France, en fait, qui soutient le collectif. Et je vous laisse laisser écouter. En autre témoignage, il y a celui du docteur Bourdrel, et je vous laisse écouter. Bonjour à tous, merci pour votre invitation au format un petit peu inhabituel. J'aurais aimé pouvoir vous présenter des diapositives en même temps que ce petit message, mais je pourrais vous les envoyer plus tard si vous le souhaitez. Alors, je suis Dr Thomas Bourdrel, je suis radiologue, mais également chercheur associé au CNRS et au collectif laboratoire IRCube de Strasbourg. J'ai quelques publications dans des revues à comité de lecture, notamment sur les effets cardiovasculaires. Je forme régulièrement les cardiologues sur ce sujet. J'ai également créé le collectif Strasbourg Respire et le collectif Air Santé Climat, qui est un collectif national qui regroupe des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, etc. Donc, si ça vous va, je vous parlerai un petit peu des effets sanitaires de la pollution de l'air, qui concerne essentiellement les particules fines et les ultra-fines, sur les 50-60 000 décès que fait la pollution de l'air en France. 48 000 sont attribuables aux particules fines, et dans les particules fines, les plus dangereuses vont être les ultra-fines, qui font moins de 0,1 micron. C'est là qui pose un réel problème de santé publique, parce qu'elles passent la barrière des poumons, elles passent également la barrière cérébrale, et donc elles vont pouvoir on a également les PM 2.5, 2,5 micromètres qui sont entre les deux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important, parce que la réglementation impose le suivi des grosses particules, les PM10, et partiellement des 2.5 et 2,5 micromètres, mais on n'a pas encore de réglementation sur les ultra-fines. Or, actuellement, 90% de ce qui sort en particules d'une voiture ou même d'une usine récente, c'est les ultra-fines. Donc on a pas mal de polluants qui passent sous les radars, avec des pathologies très diverses, parce que notre organisme n'est pas capable de filtrer ces particules, alors que les PM10, les plus grosses, s'arrêtent en général aux voies respiratoires supérieures, donc ça donne des pathologies de la sphère ORL, pulmonaire, mais moins de symptomatologie systémique. Et en plus de leur taille, la toxicité des particules va dépendre de leur composition. Et les particules les plus toxiques, c'est les particules de combustion, lorsque vous brûlez de la matière organique, et notamment, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les particules liées à un incinérateur,
parce que dans la composition de la particule, vous avez énormément de molécules toxiques, perturbateurs endocriniens. Il faut bien comprendre qu'une particule fine, c'est pas une molécule, c'est un conglomérat de plein de petites molécules qui s'assemblent entre elles pour faire une particule. Une particule fine, c'est de la matière solide en suspension dans l'air, à la différence d'un gaz. Et une particule de combustion, par exemple, d'un incinérateur, pourrait être de taille différente en fonction de la présence de filtres ou non, mais la composition va être très toxique. On va retrouver dans la particule des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce qu'on appelle les HAP, qui sont cancérigènes, qui sont des perturbateurs endocriniens. On va retrouver des métaux lourds. Et dans le cas des incinérations, on va également retrouver des dioxines, des furanes, également des molécules un peu nouvelles qu'on appelle les PFAS, hein, la fameuse famille des perfluorés, qui sont des polluants éternels. On va retrouver dans les incinérations à la fois dans l'air mais également dans l'eau. Beaucoup d'études, alors ça concerne les anciens incinérateurs, mais assez facilement extrapolés aux nouveaux incinérateurs, démontrent dans les rayons de 1 à 2 km autour des incinérateurs davantage de cancers, notamment hormonodépendants, mais pas que, hein, des cancers du sang, lymphome, leucémie, autour des sites d'incinération. C'est un petit résumé des effets sanitaires. Donc maladies respiratoires, bien sûr, davantage d'asthme, de bronchite chronique, mais également de cancer du poumon. On voit de plus en plus de cancers du poumon attribuables à la pollution de l'air, notamment chez les non-fumeurs, des maladies neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires surtout. Hein. Ça vous paraîtra surprenant, mais plus de 70% des maladies graves en lien avec la pollution de l'air sont de la maladie cardiovasculaire, donc des infarctus du myocarde, mais également des vasculaires cérébraux. Alors si on revient aux incinérateurs, moi je peux vous parler de l'exemple de Strasbourg, où on a aussi un incinérateur de type CSR. Alors on ne parle plus d'incinérateur pour faire plus propre, maintenant on dit voilà, toutes des unités de valorisation énergétique ou de cogénération, etc. On appelle ça CSR, combustible solide de récupération, mais ça reste un incinérateur classique. Des polluants qui vont être, comme je vous l'ai dit, des gaz toxiques, des particules fines et ultra fines avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des métaux lourds, des dioxines, des furanes, des perfluorés et autres. Alors moi je peux vous parler de l'exemple de Strasbourg, où on a une papeterie qui avait besoin de chaleur et qui fonctionnait auparavant au gaz et au biogaz. Et malgré que le gaz soit un gaz à énergie fossile, ça émet très peu de polluants toxiques, ça émet du CO2, mais pas de particules fines, pas d'hydrocarbures polycycliques, et donc c'est une énergie très propre en termes de santé. L'entreprise a bénéficié de subventions de l'ADEME pour remplacer ses chaudières au gaz, donc une énergie fossile, par un incinérateur qui est considéré comme du renouvelable parce que circulaire, une énergie circulaire. Et pour ce faire, comme c'est beaucoup plus polluant, l'incinérateur CSR, ils ont eu l'autorisation de doubler leurs émissions de particules fines, de doubler leurs émissions de dioxyde d'azote, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un gaz toxique pour le système respiratoire, et autorisation également de multiplier par 4 leurs émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Nous, à l'époque, on avait été les seuls médecins à s'armer de ça, parce que c'est un incinérateur qui est très proche d'hôpitaux et des zones urbaines. Mais malgré tout, le projet est passé et l'usine en question avait dit mais de toute façon, les seuils ne seront pas atteints, donc c'est juste, on demande d'augmenter ces seuils au cas où, mais ils ne seront pas atteints. Et là, on est à peine 2-3 années plus tard et cette usine fait l'objet déjà de nombreux contrôles de la DREAL, donc la préfecture, qui montre qu'elle dépasse à cause de cet incinérateur les émissions de particules fines, de dioxines, de furanes, dans l'air, des dépassements également dans l'eau, et donc elle demande une nouvelle augmentation de ses plafonds d'émission via une augmentation de ses capacités de production. Et pour France, c'est une usine avec un incinérateur de dernière génération avec des filtres électrostatiques, etc. Donc c'est parmi les procédés de production, normalement ceux qui sont considérés comme les plus propres et où on nous avait assuré au départ que c'était ce qu'il y avait de mieux et qu'il n'y a quasiment aucune émission de polluants, de particules fines, etc. Donc vous voyez que entre ce qu'on vous dit et ce qui se passe réellement, il y a un fossé, d'autant plus que parfois les systèmes de dépollution peuvent ne pas marcher, ne pas fonctionner, donc on peut avoir aussi par moments des forts pics de pollution liés à ces incinérateurs. Et
pour les PFAS, donc les phénomènes perfluorés, sont des perturbateurs endocriniens dont la France vient de prendre une norme, enfin d'être un des premiers pays à vouloir les interdire. Le problème, c'est qu'ils sont présents dans quasiment tous les produits, et donc les incinérateurs, en les brûlant, n'arrivent pas à les détruire. Il faudrait pour ça augmenter la température d'incinération au minimum à 1300 degrés, ce qui n'est pas le cas des incinérateurs classiques qui sont autour de 800 degrés. Alors si vous arrivez à avoir un procédé qui brûle à plus de 1300, ce serait déjà une bonne solution. Mais je ne sais pas si c'est applicable sur les incinérateurs CSR. Voilà, ces fameux PFAS, là, sont des polluants éternels qui sont vraiment une bombe sanitaire. On commence juste à en mesurer les effets et on ne sait pas encore comment, à part arrêter de les produire, et donc quand on les brûlera, on ne les émettra plus parce qu'on n'en aura plus sur nos produits, mais pour l'instant, on ne sait pas comment les éliminer, même si, comme je vous l'ai dit, en augmentant fortement les températures de combustion, on peut en limiter partiellement les émissions. Donc, vous vraiment regardez la distance d'habitation, les vents dominants, et puis voyez également si vous pouvez avoir vraiment les procédés les plus... il faut également avoir l'assurance que l'ADREA, donc la préfecture, suivra bien évidemment bien cette installation, ce qui normalement est automatiquement le cas si c'est une installation classée. Voilà, que vous dire d'autre, qu'on reste à votre disposition avec la CEF. Donc là, moi, qui m'avez demandé de parler, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais je suis aussi un des référents, le référent pour le volet qualité de l'air à la CEF, donc l'association Santé et Environnement France. Le directeur est le cardiologue Pierre Soulet. Et c'est lui, vous aviez contacté, c'est lui qui m'a demandé d'intervenir, mais donc je parle également en son nom, donc au nom du docteur Pierre Soulet et des milliers de professionnels de santé de la CEF, donc l'association Santé Environnement France. Donc voilà, ce que je vous ai dit est scientifiquement validé, prouvé, c'est indiscutable. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter la CEF. Voilà. Eh bien, bon travail à tous et bon courage. Bonjour à tous. Je vais laisser la parole à Vanessa, mais en complément de ce qui a été dit, je voulais ajouter un point. En ce qui concerne les PFAS, s'ils sont brûlés à 1100 degrés ou 1000 degrés, 1100 degrés, en fait, ils vont être partiellement brûlés. Ils vont être rendus sous une forme moléculaire qui va être plus soluble et qui va rester, qui va se propager dans l'eau et dans la terre. Et au contact des bactéries, ces molécules continuent d'avancer et prolifèrent. C'est quelque chose qui est assez épouvantable. Comme témoignage, on a l'exemple de la Belgique, qui a été contaminée de façon massive par les PFAS, et les gens n'ont simplement plus le droit de toucher la terre de leur jardin. Donc ces pollutions PFAS, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Il faut prendre en amont, et y compris dans les filières CSR. Je passe la parole à Vanessa. Bonjour, donc moi je suis Vanessa, je suis sage-femme. Tout le volet médical a déjà été pas mal exposé par Francis et le docteur Bourdrel. Moi je vais vous parler essentiellement de la santé maternelle et infantile. Je vais me tourner en même temps. Donc là, j'ai repris quelques parties de la définition de la santé selon l'OMS. Voilà la définition qui dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple et ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. Alors, on a exposé toutes ces molécules là qui
pouvait avoir une grande dangerosité. La plupart, certaines d'entre elles en tout cas, ont un effet de perturbateur endocrinien. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui imitent en fait au niveau de l'organisme l'hormone naturelle, qui vont la remplacer, qui vont modifier en fait, avoir des effets néfastes, dangereux sur l'organisme parce qu'elles vont remplacer l'hormone naturelle et avoir un effet différent et délétère. Voilà, donc là j'ai repris les principales sources de perturbateurs endocriniens, donc les rejets industriels, on en a largement parlé, l'agriculture, puisque la pollution donc de l'air, de l'eau, des sols, va forcément avoir un impact sur les produits agricoles, donc sur notre alimentation. On parlait des textiles tout à l'heure, Francis, pour dire qu'effectivement, dans les matériaux qu'on dit ignifuges, c'est-à-dire qui sont des retardateurs de flammes, il y a énormément de polluants et notamment de PFAS. Mais on retrouve également tous ces produits toxiques dans les matériaux de construction, de bricolage, les cosmétiques, les emballages, tout ce qui est vaisselle, ustensiles de cuisson, et puis également tout ce qui concerne les enfants, donc les jouets, le matériel, les produits de puriculture, et puis bien sûr, ça c'est davantage médiatisé, les produits stupéfiants. Alors pour les plus vulnérables, en l'occurrence les fœtus, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, voilà, ce sont des populations qui vont être bien plus impactées que des adultes en bonne santé. Donc pour ma part, concernant la grossesse et la petite enfance, on retrouve ces perturbateurs endocriniens dans le placenta, dans le sang du cordon ombilical et donc dans le sang fœtal, dans le liquide amniotique et le lait maternel. Voilà. Donc ça, ce sont les perturbateurs endocriniens, mais il y a eu des études plus récentes qui ont démontré la présence notamment de PFAS, de nanoplastiques également dans ces organes, dans les cerveaux des enfants, des nouveau-nés. Donc là, on part vraiment sur un scandale sanitaire. J'avais marqué futur, mais je pense que là, il est sérieusement en train de s'installer. Donc concernant, je pense qu'il y a une inversion. Voilà. Donc les conséquences sur la santé de façon globale pour toutes les populations, c'est l'augmentation de certaines pathologies telles que les cancers, le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, le thyroïde, des pathologies neurologiques avec les AVC, des maladies d'Alzheimer, des pathologies respiratoires, allergies, asthme. Et on trouve aussi des diminutions de la fertilité, des couples parfois très jeunes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des fausses couches qui se multiplient, les cancers du sein qu'on voyait autrefois à un âge assez avancé, à partir de l'âge de la ménopause. Maintenant, il n'est pas rare de voir des femmes d'une petite trentaine d'années souffrir de cette pathologie-là. Les hommes sont concernés également avec des cancers de la prostate, la puberté précoce qui touche les deux sexes, et puis des ménopauses précoces, voilà, bien sûr en lien avec la diminution de la fertilité. Voilà. Et puis, donc, concernant les enfants, les petits, on a effectivement ces âges qui sont concernés par toutes les pathologies qu'on a évoquées avant, mais également de façon plus spécifique. Donc on retrouve des mauvaises oxygénations du fœtus,
avec donc parfois des morts in utero qui ne sont pas expliquées, et il y en a de plus en plus. Des naissances prématurées, donc là je ne parle pas d'une naissance qu'un jour ou un petit mois avant la date du terme, je parle de naissances vraiment aux alentours de 6 mois de grossesse, des petits poids de naissance avec des bébés qui ont des retards de croissance parfois extrêmes, même sans prématurité, avec dans ces deux cas des risques importants de séquelles, et en parallèle qui coûtent aussi très très cher à la société. Voilà, les malformations, on en parlait tout à l'heure, des anomalies chromosomiques qu'on retrouve davantage, et puis les études montrent également que le périmètre crânien des enfants est diminué, et qu'au niveau de la population en général, il y a une diminution du quotient intellectuel qui commence à s'installer. Toutes ces pollutions, pour parler de façon générale, augmentent également le nombre de gens qui sont atteints de troubles du spectre autistique, de troubles du comportement, et quelque chose qui est aussi très à la mode en ce moment, c'est de parler du TDAH. Ce sont des troubles comportementaux avec une hyperactivité et ou des troubles de l'attention, et dont on commence à comprendre le lien entre ces pathologies et les produits toxiques auxquels nous sommes soumis. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, les effets cocktails dont parlait Francis, où la toxicité de telle ou telle molécule ne s'additionne pas, mais ont un effet qui peut être vraiment plutôt multiplié. Voilà, sachant également qu'il y a des périodes de la vie où les effets toxiques vont avoir une incidence différente. Oui, celle-là, tu peux passer parce qu'elle est trouble. Une incidence différente. La spécificité des fœtus et des jeunes enfants, c'est qu'ils ont un développement cellulaire extrêmement rapide par rapport à des adultes ou à des personnes âgées. Le développement cellulaire se ralentit au fur et à mesure de la vie. Donc quand il y a des mutations génétiques liées à ces toxiques, des tumeurs qui surviennent, la multiplication très rapide des cellules va faire que les tumeurs vont se développer très rapidement et avoir du coup des conséquences souvent fatales à un pourcentage plus élevé chez les tout petits que chez les personnes plus âgées. Ensuite, on n'a pas parlé des mutations génétiques que pouvaient produire ces polluants. On a à l'intérieur de nos cellules, de nos chromosomes, des molécules d'ADN qui contiennent nos gènes. Ces gènes sont transmis de génération en génération, et pour une certaine fraction de ces gènes, il y a une possibilité comme une sorte d'interrupteur, en fait. En fonction de l'exposition à certaines pollutions, à une certaine hygiène de vie, favorable ou défavorable, on peut avoir certains gènes qui vont s'exprimer ou pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mutations génétiques liées à l'exposition à ces molécules toxiques. Ces mutations génétiques, puisqu'elles concernent les chromosomes, vont se transmettre de génération en génération. Autrement dit, l'impact que l'on peut avoir sur nos corps, sur les corps de nos enfants là actuellement, va pouvoir se prolonger sur nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc., etc., etc. Donc il n'y a pas une génération, mais voilà, une transmission vraiment sur du très très long terme, et on est en train de, petit à petit, de découvrir
des choses très compliquées qui sont en train de survenir. Merci. Merci Vanessa. Alors il y avait aussi il y a eu des avancées. Tout au début, on a constaté qu'il n'y avait pas sur le plateau de la Besançon, en fait, de station de mesure de la pollution de l'atmosphérique. Donc quelque chose a été mis en place avec ATMO, mais cette station de contrôle et la charge revient en partie aux citoyens, et ça je trouve pas ça normal du tout. Je ne vois pas pourquoi on doit financer le privé alors que c'est une pollution qui est émise par le privé. Pour moi c'est absolument anormal. La charge doit en revenir aux pollueurs. Et donc s'il y a cette station de contrôle, elle doit être à la charge des industriels. Et l'autre point d'avancée, c'est le changement de température. On est à 1100 degrés, mais ce n'est pas suffisant parce que, comme je vous le disais, c'est 1300 degrés pour détruire les surfaces. Ensuite, on a toujours les questions, l'emplacement des filtres, leur devenir, la qualité de l'eau, bien sûr la qualité de l'eau, puisque tout ce qui se retrouve dans l'atmosphère retourne dans l'eau. C'est pas quelque chose qui disparaît dans l'atmosphère comme ça, et puis l'eau n'est pas contaminée, non, on le retrouve dans l'eau. Les études au-delà du rayon de 3 km aussi, il n'y a pas d'études de fait. Il y a un centre aquatique qui est construit à 2 km. Là, il faut le faire quand même. J'avoue que c'est quand même à côté d'une usine Céveso classe 2, eau, classe 3, eau, donc qui fabrique de l'hydrazine, donc qui est vraiment un explosif cancérogène 1, donc à côté d'une chaudière. Je trouve que c'est assez... c'est fort, quoi. Il faut le faire. L'activité économique, il y a une hausse du coût des matières premières. Ça a été le fait que la chaudière CSR n'était pas rentable. Donc ça, est-ce que ça va être rentable, leur chaudière CSR à long terme, vu toutes les mesures qu'ils devront prendre pour empêcher la pollution? C'est vraiment une question. Être la somme des pollutions passées, émises et futures sur l'ensemble des sites industriels et sur le plateau a été réellement pris en compte dans toutes ces études. Je ne crois pas. Ça a été vraiment le dossier rempli à minima. Par exemple, le cadmium. Voilà, on va avoir une pollution au cadmium qui va augmenter et on va construire un incinérateur. Ok. On peut faire mieux, quoi. Ensuite, heureusement, comme l'a dit Zéro Waste, il y a eu une loi qui a été sur les PFAS qui est mise en place. Donc ça, c'est vraiment un porteur d'espoir parce que ce point-là devra être contrôlé dans les CSR dans les 2-3 ans qui viennent. Donc ça, c'est un point positif. Et puis les solutions existent déjà. Bon, je vais pas continuer trop longtemps comme ça, puisque de toute façon, je pense que vous avez déjà fait votre opinion. Mais la seule voie possible, c'est réduction des déchets. Et puis l'énergie, il faut voir autrement, il faut la penser autrement. D'avoir cette idée un peu incroyable de dire on utilise des déchets et on va se chauffer avec. C'est juste jouer aux apprentis sorciers, étant donné que le nombre de produits, de molécules qui sont produites par an, à l'échelle de la chimie, ce sont des centaines de milliers de molécules nouvelles par an qui sont mises sur le marché, qu'on retrouve dans les biens de consommation, et qui à aucun moment ne sont étudiées pour être incinérées, ni fabriquées d'ailleurs. Alors, comme exemple, il y a Besançon qui, en 2008, a pris la décision d'arrêter les incinérateurs pour protéger les habitants. Ensuite, ils ont réduit en fait les déchets, ils ont une politique de déchets, et ils ont réduit à un taux de tri de 58%, en créant des emplois. Voilà. Donc en 2022, ils ne sont plus qu'à 138 kg de déchets par habitant, alors qu'au début ils étaient à 207 kg par habitant.
Donc on voit qu'on a, c'est possible à faire, quoi. C'est pas quelque chose d'inatteignable, à condition que les politiques et que les maires, en fait, jouent le jeu. Hein. Si on ne met pas cette politique de réduction de déchets, eh ben, on va mourir sous nos déchets, et y compris on va être enfumé par nos déchets. Donc il y a d'autres solutions alternatives. Donc c'est la société néolithique qui est capable en fait de transformer, de fossiliser les déchets, et ça peut être utilisé comme comment dire, alternative à l'enfouissement des déchets. Mais je suis toxicologue et je demande encore à voir, même si cette solution existe, faut vraiment bien contrôler tout ce qui a été fait. En fait, il n'y a pas de mystère, il faut que toutes les données soient ouvertes et que l'administration contrôle en fait toutes les pollutions possibles. L'autre solution, c'est la pyrogasification ou la torche à plasma. Donc, lors d'un congrès de la Société française de toxicologie génétique, Franck Karg a fait une présentation sur les PFAS. Et donc, j'ai pu échanger avec lui de façon directe. Et donc, il dit que voilà, la solution pour lui, c'est la torche à plasma pour éliminer les déchets. Donc, pourquoi pas aussi penser à cette solution et aménager le projet avec une torche à plasma. Ça reste ouvert si on veut éliminer les déchets. En conclusion, donc, sous couvert de greenwashing, c'est un projet d'intérêt économique manifeste pour les entreprises impliquées, dont la majorité des déchets proviennent de l'activité industrielle. Ça s'avère un projet risqué pour les riverains, et on va être tous, à un moment donné, plus ou moins directement impactés par cette pollution. Donc, le bon déchet, c'est celui qu'on brûle, et c'est pas celui qu'on produit. Donc, je vous remercie de votre attention. Je pense que je passe la parole à... Merci. Le soutien à rejoindre la table centrale et puis c'est différent. Le PSI. Voilà. Bonjour, du coup, moi c'est William Plaza, je suis développeur fromager à Espoiron dans le Rhône. Du coup, on est venu avec la Confédération Paysanne pour un peu exprimer un peu nos inquiétudes par rapport au CSR et à notre travail. Du coup, voilà, comme on a pu voir, on n'est pas trop sûr de ce qui va se rejeter dans les terres et tout ça, on se pose plein de questions. Aujourd'hui, on est dans un territoire où on essaie de valoriser nos terres, d'essayer de transmettre nos terres, d'être transmissif, mais je pense que des questions sur qui va vouloir une ferme dans une zone polluée, comment on va vendre nos produits, comment on va être véhicule sur ce secteur, et surtout les fermes qui sont proches, quoi. Il y a 110 fermes qui n'ont pas impacté sur nos plateaux dans la grande sécurité du CSR. Et voilà, donc quels sont les devenir possibles. Bonsoir, je suis aussi là par la Confédération Paysanne, je porte Sandrine Lagarde, porte-parole de la CONF 65 et apicultrice. Alors ça a été un peu déprimant tout ça, toutes ces mauvaises nouvelles. Effectivement, sur l'enquête publique n'a pas questionné la question agricole. Quand on parle de question agricole, on parle de votre alimentation. Je reviens sur 2-3 mots que j'ai entendus dans les interventions précédentes.
l'agriculture produit des perturbateurs endocriniens. Alors, non, pas l'agriculture, ce n'est pas un bloc. Il y a une agriculture effectivement qui pollue et qui empoisonne, qui tue l'environnement, et une autre agriculture qui est vertueuse. C'est ce que porte la CONF, c'est l'agriculture paysanne. On est implanté partout sur le territoire et on représente quand même au niveau national 20% des agriculteurs, donc on est quand même nombreux, actifs, et c'est nous qui portons l'installation et la transmission sur les territoires. Donc tout n'est pas, on en reparlera après, tout n'est pas d'un bloc. Et là, si ce soir on est là, c'est parce qu'on est à la fois inquiet pour l'économie de nos fermes, mais qu'on est actif sur l'environnement, la biodiversité et votre santé. Et je vous remercie d'être venu vous informer. C'est fastidieux, c'est compliqué, mais il n'y a que qu'en vous informant que vous pouvez lutter et être conscient de ce qui se passe sur le territoire. Donc évidemment, il y a la facilité de laisser couler, mais je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui se joue derrière des grands mots de greenwashing qui sont à la fois la pollution. Il y a la loi du plomb en ce moment qui marche pas mal aussi, vous avez entendu parler sûrement. Donc sur le plateau, on n'a aucune garantie que nos fermes ne seront pas polluées. Et en fait, maintenant, on sait qu'il y aura de la pollution, donc comment on fait économiquement? C'est-à-dire, on n'a pas d'assurance récolte. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas d'assurance récolte. Il y a une pollution. J'entends cette proposition de comité de surveillance et de mieux surveiller les fumées en sortie de cheminée. D'accord, on les surveille, mais une fois qu'elles sont sorties, ces fumées, qu'elles sont sur les salades, dans nos miels, dans vos céréales, et l'eau que vous consommez, et l'eau qu'on irrigue, et l'eau qu'on donne aux bêtes, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ça? On arrête, on jette nos récoltes, on vide les marchés locaux, la Barthe, la Lannemezan, Tarbes, Bagnères, on vend plus rien, on fait quoi en fait? Donc moi je trouve que cette proposition de surveiller, c'est chouette, hein, c'est sympa, mais pour nous les paysans, en fait c'est pas suffisant. Nous on veut que ça soit, qu'on ait des garanties en amont des fumées, c'est-à-dire éliminer le maximum de tout ce qui contient les PFAS et éliminer un maximum de pollution pour pouvoir continuer à vous nourrir correctement. Parce que c'est ça le cœur de notre métier. Nous, là, les paysans de la Conf, et d'autres, hein, mais les paysans de la Conf, on aime l'environnement, on aime notre métier, et on aime nos clients, en fait. C'est pas de la blague, sinon on ferait comme beaucoup de la merde, en fait. Excusez-moi, mais c'est ça qui se passe. Quand, avec la loi du plomb, je suis un peu remontée là, je me calme. Avec la loi du plomb, que vous entendez, cette loi du plomb qui est censée, alors je ne sais même plus le titre, simplifier la vie des agriculteurs, faciliter le métier d'agriculteur. En fait, elle concerne moins de 7% des agriculteurs. Cette loi, elle est là pour agrandir les normes, agrandir les bâtiments de l'agro-industrie, agrandir les bâtiments, les fermes industrielles. Elle est là pour faciliter le captage de l'eau pour l'irrigation pour les grandes cultures. Elle est là pour réintroduire des néonicotinoïdes qui sont dangereux pour l'environnement et votre santé. Elle est là pour mettre sous tutelle l'ANSES. L'ANSES, c'est l'organisme qui met en vente, qui donne les autorisations sur le marché de vente des pesticides selon leur dangerosité pour l'environnement et la santé. Le gouvernement veut mettre cette agence indépendante sous tutelle. Alors il me semble qu'à un moment donné, que ça soit la loi du plomb, le projet CSR, on ne peut pas sacrifier la santé à la fois des fermes, de l'environnement et la santé de tout le monde et notre santé en premier lieu pour leur profit en fait, parce que c'est de ça dont on parle. Arkema, c'est pas des philanthropes, hein, les mecs, c'est loin de là, ils font des millions de bénéfices en polluant clairement, c'est ça leur job, ils en ont rien à faire. Il
faut pas croire leurs histoires. Et il est hors de question pour mettre nos santé et notre environnement en péril parce qu'ils se gavent en fait. C'est hors de question. Et pour ça, nous, la Conf, on restera debout et on compte sur vous pour être debout avec nous. Oui, bonsoir. Alors, je suis Gilbert Delmas. Je représente la section Passaran du PCF, du Parti communiste français. Et donc, comme on s'était battu pour le projet Florian, là, on soutient aussi ce combat contre la chaudière. Et il y avait une chose qui m'avait interpellé en tant qu'ancien fonctionnaire des finances publiques. Donc, c'est sur la fiscalité. 60% du projet sera financé par nos impôts. Il faut savoir. Alors, je me suis posé la question, mais que fait Arkema? Arkema, c'est, je crois, le 3e groupe chimique mondial. Vous voyez, c'est pas une petite industrie. Et ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait une chaudière, ce projet aboutisse. Parce que pour eux, ça va leur permettre d'économiser sur la chaudière qu'ils devaient remplacer, chaudière à gaz. Ils vont investir dans une autre chaudière, comme ça, par l'intermédiaire de vos impôts. Voilà. En plus, comme tu disais, la surveillance de l'air, c'est nous qui allons payer. C'est pas, eux, ils ne vont rien payer là-dedans. Alors, ce que je déplore aussi, c'est que moi, je croyais que la solution, en fait, ce qu'on m'avait dit, la solution, c'était la torche à plasma. Mais en fait, je vois que c'est pas du tout ça. Et ça sera comment dirais-je, un pansement, si vous voulez, sur la clé. Mais il y aura d'autres problèmes là-dedans. Donc, notamment aussi le transport routier, etc. Alors, je pose la question maintenant sur... nous voyons bien qu'il faudra traiter ces déchets de toute manière. Le problème est là, le traitement des déchets, mais aussi la façon dont on consomme. Et on nous pousse à consommer de plus en plus. Moi, je vois quand je vais acheter, par exemple, un produit, bon, je vais citer la FNAC, mettons, je mets à peu près 20 minutes pour ouvrir l'emballage. Des emballages incroyables qu'on met pour les produits, etc. Des bouteilles qu'on balance, etc. Moi, j'ai connu une époque où, justement, on ramenait à l'épicerie les bouteilles qu'on avait utilisées, par exemple. Donc, voilà, j'espère que... je pense qu'on va faire reculer ce projet. Mais ce qui m'interroge aussi, c'est ce qu'on va faire aussi de nos déchets pour l'avenir. Parce que ça concerne l'ensemble du pays. Moi, je voyais là, dernièrement, il y en a qui ont trouvé la solution. Ils exportent les déchets en Afrique, par exemple. Vous voyez un peu où on en est, quoi. C'est incroyable. Il y a une véritable mafia qui exporte les déchets en Afrique. Alors les Africains, maintenant, ils commencent à dire il y en a pas le bol, quoi. Voilà, je vais passer de... Bonsoir. Alors, moi j'interviens en tant que présidente de l'association Épine. Épine, donc, est une association qui s'appelle Écologie Vénéenne d'Initiative pour la Nature et l'Environnement. Elle soutient le collectif Metz du Plateau sans CSR et elle soutient le collectif des riverains de Précy. Parce qu'il y a aussi une nuisance avec l'activité actuelle d'enfouissement de déchets de PSI. Alors, Épine soutient ces deux collectifs par la réservation des sables, par la couverture assurance qu'elle a prise. C'est la formule officielle du collectif. Et elle est prête, dès que nécessaire, à faire des procédures judiciaires.
L'actualité aujourd'hui, c'est une création d'une commission par la préfecture, une commission de suivi du site pléroïde. Donc, cette commission existe déjà, la commission de suivi de site, elle existe déjà pour Arkema, qui est en seuil Césiso haut, donc c'est une entreprise très dangereuse. Et il y aura donc une autre commission pour la zone pléroïde. On peut voir là-dedans, alors Épine, donc, par la préfecture a créé cette commission, et elle a convié Épine en tant que soutien de l'UNES Plateau sans CSR. Elle l'a conviée à cette commission, elle sera invitée membre permanent. On peut voir là une certaine reconnaissance de l'activité de mobilisation de l'UNES Plateau sans CSR, certainement. Mais on peut aussi se poser des questions. La commission elle est créée, ainsi le préfet, lui, il est protégé, il a fait son job. À côté, ça peut polluer, ça continue de polluer, ça va polluer. Alors, cette commission de suivi, elle va surveiller essentiellement 5 entreprises. Donc, à nouveau Arkema, qui va surveiller 2 fois. En fait, il ne parle pas de surveillance, il parle de suivi. Donc, Arkema, Knauf, Omega, MEA, les 2 entreprises. L'une fabrique le CSR, l'autre va le brûler. Alors, on ne parle pas d'incinérateur, on parle de chaudière, bien sûr. C'est écolo, la chaudière. Ça remplace le gaz. Et LBE. Donc LBE est donc une 5e entreprise qui sera suivie par cette commission. LBE fabrique des granulés à bois et également sera une chaudière à biomasse. Donc on va brûler aussi les arbres chez LBE et on n'en parle pas trop. Bon, il est convié. Il y a d'autres associations qui sont conviées également. Il y a TPMF, pour reconnaissance aussi de leur mobilisation, c'est très bien. Il y a SNE, France Nature Environnement, qui est reconnu au niveau national. Il y a un club d'entreprise de la zone pléroïde, qui est représenté aussi dans le même collège que Épine. Donc c'est les représentants des riverains, des associations, des citoyens. Et puis il y a aussi l'association des pêcheurs du plateau. Voilà. Dans cette commission de suivi, il y a 5 collèges. Le collège des riverains, le collège des entreprises, qu'on a cité là tout à l'heure, les 5 entreprises polluantes, hein. C'est pour ça qu'elles sont suivies. Il y a des élus aussi dans cette commission, et donc seulement les communes proches, la Neusan, la Barre de Nest, et après, c'est tout en tant que commune, et la CCPL. Le comité de communes du plateau de la Neusan devra aussi nommer un membre, donc un de ses membres, donc un maire, et aussi une association de maires qui devra nommer un maire également pour faire partie. Et il y aura le conseil départemental, un membre du conseil départemental qui en fera partie également. Il y aura aussi les représentants des salariés de ces 5 entreprises. Ce qui est mieux, c'est que alors, il y a eu un CODERS, je vais prendre mon note. Le CODERS, qui était censé donner son avis sur la création de la commission, qui s'est tenue avec des élus et puis d'autres membres et le préfet. Donc, il s'agissait au CODERS de valider, donner un avis favorable, en fait. C'était son objectif. On ne demandait pas un avis négatif, il donne un avis favorable, donc il l'a fait. Et parmi, quand même, quand s'est tenu ce CODERS, des élus ont essayé de faire des propositions de modification de la commission de suivi. Et ça a été directement refusé par le préfet, tout est bouclé, il n'y a rien à modifier, c'est comme ça que va se passer. Et le ressenti des élus en ce CODERS était davantage que l'intérêt du préfet, c'est l'intérêt économique, et pas tellement l'intérêt sociétal ni l'intérêt environnemental en aucun cas. Donc évidemment c'est gênant, et évidemment ça veut dire que s'il n'y a pas de mobilisation citoyenne, si on ne bouge pas, si on n'essaie pas nous-mêmes de faire les choses et de les faire valoir, de se défendre par nos moyens, eh ben on n'y arrivera pas, quoi. Ils vont continuer de nous polluer, de gagner de l'argent sur notre dos, et pour la santé de nos enfants. Parce que tant pis pour nous, mais nos gosses quand même. Bref. Il est bien noté dans l'arrêté de création de la commission
bien noté par le préfet, qu'il y a un vrai potentiel de développement de la zone de Bayreuth. Et aujourd'hui, il y a 5 entreprises, mais c'est pas fini. C'est noté dans l'arrêté. Un potentiel de développement de la zone Bayreuth. Alors, pas développement des actions environnementales, développement économique, bien sûr. Là-dessus, on compte sur vous pour soutenir Épine. Donc, cette association qui soutient ces collectifs. Et il faut adhérer parce qu'on est quand même conviés à cette collection. On va quand même parler, hein, il va nous dire de nous taire, mais on parlera. Et le préfet. Et donc il faut adhérer, il faut être en masse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés avec les collectifs et on vous remercie énormément pour cette mobilisation, cet intérêt, la manifestation, la présence aux réunions publiques. Mais il faut adhérer. Ça coûte 5 €, il faut adhérer à Épine. C'est majeur pour avoir du poids par rapport à la préfecture. Voilà. Et ensuite, en adhérant, on compte sur vous pour développer Épine sur d'autres initiatives locales qui peuvent être des ateliers en de la nature, d'économie de produits ménagers pour remplacer par des produits naturels, découverte de la nature, nettoyage des chemins, ça se fait déjà par certaines associations, c'est pas suffisant, nettoyage des rivières, voilà. Il y a plein de choses qui pourraient être faites avec Épine et avec vous qu'on va le faire. Donc adhérer, Épine qui fait une assemblée générale en août ou en septembre, et on compte sur vous. Merci. Bonsoir, Christine Boyer. Je représente le collectif qui s'est mobilisé pour lutter contre les mauvaises odeurs et les nuisances qui se sont développées dans le site d'enfouissement des déchets qui est situé quartier des Barraquès sur la route d'Alan. Donc je représente ce collectif qui est constitué de riverains des communes de Languezan, de Clarence, Campispous, Borreco, Galan. Nous nous mobilisons depuis un peu plus d'1 an face à ces nuisances qui émanent du site d'enfouissement des déchets et de traitement des déchets dangereux. Ce sont surtout des odeurs de nauséabondes et des plastiques qui volent en grand nombre et des camions qui amènent tous ces déchets sur le site. Au-delà des nuisances quotidiennes que nous subissons, qui nous empoisonnent la vie, des odeurs en particulier, nous sommes aussi très inquiets sur la dangerosité des gaz qui émanent du site et qui sont la cause Madame, des mauvaises odeurs. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Donc ce site donc ces mauvaises odeurs ne sont pas anodines, elles viennent donc de gaz qui s'échappent, probablement liés à l'enfouissement de déchets. La cause n'est pas complètement identifiée. Donc, je vais vous rappeler rapidement les actions menées par le collectif du Piona. Donc, dans un premier temps, nous avons interpellé M. Tarel, propriétaire du site. Nous avons aussi contacté les riverains et fait signer une pétition. Nous avons récolté dans l'environnement très très proche du site plus de 200 signatures. Ces pétitions ont été adressées à la préfecture. Suite à cela, M. Tarel nous a rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons aussi interpellé le maire de Languezan par courrier, et ce dès le mois de juin 2004, pour y rester sans réponse. Nous l'avons de nouveau interpellé lors de la réunion du quartier le 8 décembre. Suite à cette réunion, M. le maire s'est adressé à la préfecture, s'est adressé à M. Tarel, demandant la prise en considération de ces nuisances. Pour le moment, ça en reste là. Nous avons aussi contacté la presse, la dépêche par le biais de M. Ortega et la montagne par le biais de Mme Anguilla, qui nous ont rencontrés, de même qu'ils ont rencontré les responsables de l'entreprise et ont informé dans leur journal respectif sur le problème.
Voilà les actions que nous avons menées depuis un an. Suite à ces actions et à l'interpellation du PSI, l'entreprise a commencé à mettre en place des mesures expérimentales pour réduire des nuisances. Et par période, parfois, on constate une amélioration au niveau des odeurs, mais on n'est pas sûr que les mesures soient efficaces, peut-être. On s'interroge quand même aussi sur les conditions météo, les variations de l'intensité et de la fréquence de ces odeurs, qui pourrait être aussi liée aux conditions météo. Suite à l'envoi de la pétition à la préfecture, nous n'avons pas eu de réponse, pas de courrier. Nous avons aussi interpellé la sous-préfecture pour faire partie de la commission de suivi, parce qu'il faut savoir quand même que le site PSI Enviropole, donc les Barraquets, c'est aussi un site CVO, donc il y a aussi une commission de suivi. Alors ce n'est pas le même niveau que Arkema, mais c'est au niveau 1. Nous avons sollicité la préfecture pour être présent dans cette commission de suivi en tant que riveraine. Ce jour, nous n'avons pas eu de réponse et la commission de suivi de 2025 vient de se tenir le 18 juin, sans que nous soyons invités. Par contre, la préfecture a demandé à l'entreprise PSI de déposer un dossier de demande environnementale comprenant une étude d'impact avec enquête publique, et ce au mois d'octobre. Et donc enquête publique consultable en mairie. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations sur le moment où ce sera fait. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que cette enquête publique, ce dossier environnemental qui est demandé à l'entreprise PSI, je pense aussi que c'est la mobilisation de notre collectif qui a quand même fait un petit peu bouger les choses. Et en fait, si la préfecture a demandé cette étude, ce dossier environnemental, c'est que depuis la création de l'entreprise, on avait déjà eu une étude environnementale, l'entreprise s'est beaucoup agrandie, elle a développé son activité et chaque fois, elle a demandé des autorisations préfectorales pour développer cette activité. L'activité d'enfouissement et aussi de traitement de déchets dangereux industriels. De l'avis de la préfecture, il y a plus de 8000 tonnes de déchets dangereux par an actuellement par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années à la création de l'entreprise. Et actuellement, il y a à l'instant T 600 tonnes de déchets dangereux de plus qu'au départ. Donc ça, c'est les données de la préfecture, c'est des choses écrites dans cette demande qui a été adressée à l'entreprise et que le responsable nous a transmis, nous a envoyé copie. Donc pour répondre à cette obligation de la préfecture, l'entreprise PSI a sollicité l'ATMO Occitanie, dont nous avons entendu parler, donc étude chargée, qui est bureau d'études, non, comment on appelle, mais qui est chargée d'identifier les sources odorantes et les conditions dans lesquelles elles sont ressenties. Donc en fait, il va faire une mise en relation des odeurs avec les conditions météo et les conditions de fonctionnement de la plateforme de stockage d'enfouissement des déchets. Donc c'est la même structure que l'ACMO, qui sera chargée de la surveillance de la zone industrielle. L'ACMO a mis en place aussi une plateforme de signalement des odeurs pour notre secteur, qui est à la disposition des riverains pour signaler les odeurs, ça s'appelle Signalaire. Donc les données sont recueillies. Actuellement, on n'a pas d'informations sur le recueil de ces données, ni on ne sait pas si elles sont analysées. PSI a aussi mandaté un autre bureau d'études, Ginger Durjam. Je pense qu'il avait besoin de données
spécifique pour ce rapport environnemental qui doit être remis à la préfecture avant la fin octobre. Donc le Ginger Burja, bureau d'études qui était déjà au service de PSI précédemment quand même, a commencé à cartographier les émissions de gaz. Et les travaux de l'étude a confirmé que la production d'odeurs sont issues des casiers d'enfouissement, selon l'information que nous a transmis le responsable du PSI. Et les résultats de la cartographie des émissions de biogaz montrent la présence d'émanations pouvant être à l'origine de ces odeurs sous forme de gaz. Donc je vais vous donner la formule. Je ne connais pas le nom commun. CH4, H2S, et le CO, donc monoxyde de carbone. Voilà, ce sont les gaz qui ont été identifiés. Mais il y en a d'autres, je suis assez surpris de... Alors, je reprends la formule que vous avez utilisée tout à l'heure, qu'on ne trouve que ce que l'on recherche. Et puis surtout, vous parlez des odeurs, mais il y a tout un tas d'émanations qui n'ont pas d'odeur et qui vous pouvez être exposés. Les coves, les particules fines aussi, il peut y avoir présence des particules fines en milieu enfouissement. Le collectif s'est créé à partir de ce ressenti d'odeur parce que c'était quelque chose qui empoisonnait la vie des gens au quotidien, au quotidien. Mais on a bien conscience que derrière ces odeurs et derrière ce que l'on ne sent pas, il y a aussi des dangers pour la santé. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans l'attente d'informations complémentaires. Monsieur Carrel doit nous informer dans les semaines qui suivent sur les résultats de ces observations, de ces recueils, et aussi des mesures qu'il va mettre en place, puisque la fonction aussi de Ginger Burja, là, ça va être aussi de faire des propositions pour réduire les nuisances. Voilà. Et voilà, c'est sûr qu'on a l'impression quand même qu'il y a une volonté de gagner du temps avant que la chaudière soit mise en place, parce que voilà, ce qui va se passer, c'est que une partie des déchets qui étaient enfouis vont être transformés en CFR. En tout cas, voilà, nous attendons donc ces informations pour déterminer la poursuite de notre action et savoir si nous allons vers une action en justice. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vous remercie le collectif pour son invitation. Donc, moi, je suis Michel Rach, je suis députée de la première circonscription, députée de la France Insoumise, du Front Populaire. Je suis membre aussi de la commission de développement durable à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, c'est des questions de CSR, j'en parle de temps en temps à mes collègues, mais c'était complètement inconnu au bataillon, ils ne connaissaient pas du tout. Et puis, donc j'ai l'impression que ça passe un peu au-dessus de la tête. Et puis, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale, il y a une loi donc, de programmation sur l'énergie, programmation jusqu'en 2027, ou après-midi, dans laquelle un député en fait, a déposé un amendement justement pour introduire en fait, les CSR comme énergie renouvelable. Alors, paf, ils ont entendu totalement. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et donc vite, je suis allée voir mes collègues, j'ai dit là, c'est un truc, ça, on ne peut pas laisser passer comme ça. Et en fait, son amendement, en fait, il n'a pas été discuté. Bon, je ne vais pas détailler les questions techniques, mais il est tombé, quoi, et en fait, il n'a pas été discuté. Alors, comme cette loi, elle revient en septembre, c'est pas impossible qu'ils tentent aussi de le remettre.
Et du coup, ça m'a laissé un peu de temps déjà pour expliquer à mes collègues un peu mieux en détail cette question des combustibles solides de récupération. Voilà, donc ça commence à venir du coup, aux oreilles des députés, cette notion de CSR qu'on n'avait pas du tout entendu jusqu'à présent. Voilà, c'est vrai que là, ça a été dit, mais la question des déchets, c'est un vrai casse-tête en fait. Voilà. Encore aujourd'hui, la majorité des ordures ménagères sont soit enfouies et une minorité reste incinérée. Alors les deux techniques, elles ont chacune leurs inconvénients. L'enfouissement, il participe à la pollution des sols pour de longues années et aussi peut participer à la pollution des réserves d'eau potable, et on l'a vu, les nuisances d'odeur, de dérangement que ça peut causer. Quant aux incinérateurs, eux, ils sont la source de pollution bien analysée. Dans la proposition d'ailleurs de loi d'un collègue, donc René Pilato, qui justement, lui, il a sur sa circonscription un projet d'incinérateur, donc il a fait une proposition de loi pour le moratoire, et donc il faut agir pour limiter au maximum ces pollutions. C'est la raison pour laquelle il a proposé donc, un moratoire sur ce nouveau projet d'incinération, car effectivement, ça a été dit, pour éliminer les polluants éternels, ces fameux PFAS, il faut une combustion à 1300 degrés, voire même plus, pour être sûr de les minéraliser entièrement. Cela nécessite un apport très important d'énergie, notamment de gaz, et c'est un surcoût financier qui est quand même comble dans la mesure où c'est justement ce qu'on veut remplacer le gaz par le biais des CSR. Donc par conséquent, il faudrait commencer tout simplement par introduire une introduction de leur production. C'est PFAS tout simplement. Ça éviterait de se casser la tête en fait. C'est aussi une question de prévention, et ça a été dit, de risques sanitaires pour la santé humaine, tout simplement. Alors le sujet il est complexe, on l'a vu, et il ne peut pas se résumer à la seule mesure d'un moratoire des nouveaux incinérateurs. Donc les principales solutions, elles ont été aussi développées, elles sont bien évidemment en amont. Aujourd'hui, il n'y a pas de la part des gouvernements successifs le courage politique pour affronter les problèmes, et notamment le suremballage, ça a été dit, les emballages non recyclables, l'interdiction des emballages à usage unique, alors qu'on sait faire des systèmes notamment de consignes. Nous avons aussi des déchets dans les produits, dans certains modèles agricoles, pas ceux portés par la Confédération paysanne, je précise. Il y a aussi beaucoup de déchets dans le bâtiment, les travaux publics. On a besoin d'avoir des produits réparables, réutilisables, avec une garantie plus longue, des pièces de rechange, soutenir les recycleries et en toute fin de vie du produit, pouvoir le recycler. Il faut donc des moyens humains, financiers pour les collectivités territoriales, pour mettre en place des politiques de réduction des déchets, légiférer pour mettre dans la loi une obligation d'objectif annuel de construction dans le bâtiment en matériaux biosourcés. Alors, matériaux biosourcés, c'est le bois, la paille, la laine de mouton comme isolant, il y en a d'autres, et géosourcés comme la terre crue, qu'aujourd'hui n'est pas du tout développée. Et voilà, il faudrait favoriser en fait, dans la commande publique l'usage de ces matériaux, sachant qu'aujourd'hui le bâtiment est une grosse source de déchets. Donc d'ailleurs à ce sujet, je dépose avec une collègue, donc Ercilia Soudé, une proposition de loi qui devrait passer, qui devrait passer bientôt. Normalement la semaine prochaine, elle devrait être validée par le groupe. Alors voilà, ça serait pour changer nos modes de logement et modifier aussi pour une part le secteur du bâtiment. Alors ça est une loi qui va être déposée. Le problème, c'est que pour avant qu'elle soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, vous comprenez bien que c'est pas tellement dans le goût de bloc aujourd'hui macroniste et l'extrême droite, alors encore au moins parce que eux
C'est le climato-scepticisme complet, on le voit notamment en commission, et tous ces éléments aussi se télescopent. Hein. On a vu ces jours-ci je dirais le dérèglement climatique que nous prend dans la gorge, hein, avec la nécessité d'articuler en fait toutes les mesures écologiques. Parce que là on parlait des déchets, mais aussi réduire les déchets, c'est réduire aussi notre consommation de gaz, d'énergie fossile. Et ça c'est aussi la raison pour laquelle aussi se développent d'autres moyens de produire de l'énergie, parce que nos industriels, ils ont bien compris qu'ils sont totalement dépendants des énergies fossiles. À 99%, on importe les énergies fossiles. Le gaz, c'est 95%. Il y a une dépendance totale, et donc voilà, ils sont en train de se dire, entre la guerre en Ukraine et d'autres conflits au Moyen-Proche-Orient, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas être soumis aux aléas du marché de ces produits. Donc, et sans comment dire, qui est derrière la puissance publique qui prenne vraiment en main le sujet, de manière à pouvoir notamment développer les énergies renouvelables. Et on a vu aujourd'hui, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Retailleau, dire qu'il fallait arrêter les subventions aux énergies renouvelables. Donc déjà, ça donne un peu le ton, alors que justement, on devrait les développer, mais aussi articuler la baisse de la consommation, le recyclage, enfin, voilà, tout doit être un autre modèle agricole pour une alimentation plus saine et qui permette aussi moins de déchets. Enfin, voilà, tout ce télescope, mais voilà, aujourd'hui on n'en est pas là. Et comme je disais, tout le travail que nous avons à faire, c'est de produire le moins de déchets possible et le recycler au mieux tous ces produits que nous consommons pour réduire au maximum le poids de ce que l'on doit se débarrasser. Parce que quand même, à la fin, il nous reste toujours quelque chose à se débarrasser. Alors ça peut être de façon d'incinération, mais sous contrôle public, parce qu'aujourd'hui on voit bien que ce système-là, ils ne sont pas sous contrôle public, et qu'on n'est pas à réparer les dégâts, bien que actuellement on en a aussi à réparer, vu que le système en a déjà beaucoup. Donc je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on sort aussi d'un épisode de régression environnementale, et ça a été soulevé par Sandrine tout à l'heure avec notamment la loi du plomb, mais pas que, hein, il y en a d'autres. Il y a eu la loi simplification aussi qui coupe des budgets à des agences qui travaillent notamment dans l'environnement. Et donc c'est de très mauvais augure. La réintroduction par exemple d'acétamipride, qui est un nicotinoïde qui est particulièrement nocif pour l'environnement, pour les pollinisateurs, pour la santé humaine, c'est une régression totale. A priori, ben voilà, c'est une loi qui vient directement du syndicat agricole majoritaire, hein, de la FNSEA. Il est porté par j'en ai fait des frais parce que j'ai retrouvé ma permanence bien relookée, voilà. Donc il y a des pressions qui se font aussi, hein, que ce soit sur des agriculteurs bio ou des parlementaires qui s'opposent à ce type de loi, et on voit aujourd'hui aussi que les scientifiques ne sont pas du tout écoutés, parce que sur la question des néonicotinoïdes, il y a des études, il y en a une d'ailleurs qui vient de sortir récemment, qui vient du Japon, qui montre en fait qu'on retrouve ces produits dans l'eau de pluie. Et alors les détracteurs disent oui, mais c'est de l'ordre du micronième, milliardième dans un litre d'eau. Le problème, c'est que quand en fait vous avez des gros orages, des trompes d'eau qui tombent, et bien cette quantité de produits toxiques qui étaient à la base pas forcément toxiques, pas forcément qui peut être en fait négligé, ça n'est plus quoi, ça n'est plus négligeable. Donc
Donc ces produits qu'on retrouve aussi dans l'eau de pluie, on peut le retrouver ici dans l'eau de pluie, il n'y a pas de souci. Il suffit de financer aussi des études pour avoir tout ça, mais le discours scientifique, il est balayé d'un revers de main, il est minimisé, et ça c'est très grave parce que en fait c'est de l'obscurantisme tout simplement. Et parce qu'en fait, voilà, on l'a dit, c'est tout un système. On a un système capitaliste qui a besoin en fait de consommation, de croissance, et donc c'est très difficile de changer les choses, tout simplement. Mais en fait, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix à un moment donné que de trancher. Et c'est ça qui va être difficile pour les politiques, pour les responsables politiques. C'est à un moment donné de dire, voilà, stop, on le tranche, ça on ne le fait pas, ça on le fait, on privilégie ça ou ça. Et donc, voilà, on va avoir besoin de mesures à un moment donné radicales parce que la situation, elle l'est. C'est pas un choix de confort, c'est parce qu'en fait, on doit aussi réfléchir au futur, même si on doit, comme je l'ai dit, travailler à réparer les dégâts du système, mais on doit aussi réfléchir à ce qui est écologiquement soutenable dans l'avenir. Voilà, donc c'est tout un chantier. Moi je crois à l'intelligence collective. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est important. On a vu dans les conventions citoyennes, le travail qui a été fait sur la Convention citoyenne pour le climat, des propositions qui ont été faites, ce sont des propositions d'intérêt général. Et c'est ça ce qu'on doit travailler. C'est ensemble à l'intérêt général. Qu'est-ce qui est bon pour tous en fait? Et l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est pas la somme des intérêts de telle ou telle entreprise. C'est vraiment ce qui est bon pour l'ensemble des habitants. Et aujourd'hui, on voit que malheureusement, ce sont beaucoup de gros lobbies qui arrivent à peser sur les choix politiques. Et voilà, donc il faut remettre au bout du jour ces conventions citoyennes. Elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas entendues. Et ce qu'il y a de puissant là-dedans, c'est qu'en mettant des personnes venant d'horizons très différents, avec des idées politiques, parfois de droite, de gauche, très différentes, vous arrivez à la fin à des idées, des propositions qui sont des propositions qui vont en fait rendre service à la société dans son ensemble. Donc voilà, moi je suis pour qu'on développe ces conventions citoyennes, mais qu'elles soient après, que ce soit suivi de faits, quoi. Parce que c'est ça le problème, c'est que si derrière c'est pas suivi, et bien ça décourage, hein, parce qu'aujourd'hui c'est des citoyens qui sont tirés au sort et qui, au bout de quelques mois, finissent par acquérir une expertise sur un sujet qui au départ ils ne connaissaient pas. Et malheureusement, voilà, si c'est pas écouté, j'ai l'impression aussi que c'est un peu fait pour, c'est-à-dire voilà, on va vous mettre autour d'une table et ensuite on balaye d'un revers de main les propositions qui sont faites. Donc ça, c'est pas du tout la vision de la démocratie. Et donc on a besoin de remettre vraiment la démocratie vivante dans les choix politiques. Je vous remercie et bon, on continue. De vous laisser la parole, je rappelle que le collectif il a besoin de soutien humain, donc notamment en termes de compétences juridiques, s'il y en a parmi vous qui et que ça intéresse de nous aider, aussi pour sensibiliser, informer, toute autre initiative dont vous auriez idée, et aussi de soutien financier. Donc Martine disait en adhérant à EPIN par exemple, ou en faisant des dons. Il y a aussi la bière de la Mestoise et des stickers que vous pouvez acheter et tous les bénéfices vont au collectif. Et les bénéfices financiers, le soutien financier, ça peut aussi servir pour utiliser, pour mettre en place des systèmes de surveillance indépendants, parce que vous l'aurez compris, faire confiance à Arkema, c'est un peu douteux, donc voilà, on aura besoin de ça, et aussi pour des futures actions juridiques. Voilà.
Et vous pouvez aussi juste vous inscrire sur la mailing list pour rester en front. Voilà, merci. Et voilà, si vous avez des questions, Jérémy va faire tourner le micro. Voilà, levez la main, ça sera chacun son tour. Et essayez d'être court dans vos interventions si on veut que plusieurs personnes puissent prendre la parole. Voilà, merci.